Madame, Monsieur, bonsoir. Le gazoduc Nigeria-Maroc, son évolution, ses enjeux géopolitiques et ses objectifs socio-économiques au milieu de questions d'actu ce soir. C'est le branle-bas de combat pour avancer vers la mise en œuvre du projet. Les réunions s'intensifient entre le Maroc et ses différents partenaires concernés. Les travaux de construction du gazoduc Nigeria-Maroc pourraient démarrer en 2024. Cette annonce majeure a été formulée fin novembre dernier par le ministre d'État nigérian chargé des ressources pétrolières et du gaz. Et plus récemment, le 23 janvier précisément, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'entretient au téléphone avec le président Bola Ahmed Adekunle Tinubu. L'entretien a porté en partie sur ce projet de gazoduc africain atlantique. Je cite le communiqué officiel. Ce projet structurant sera un levier stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique, social pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Fin de citation. Justement, l'intégration régionale est sujette aujourd'hui à de profondes mutations et l'initiative atlantique du Royaume se démarque comme solution et issue surtout à beaucoup de goulots d'étranglement qui handicapent le développement et le désenclavement de plusieurs pays, dont le Nigeria. Rappelons dans la foulée les pays signataires donc, de ce projet de gazoduc. Il y a bien évidemment le Nigeria et le Maroc, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et pour illustrer le gazoduc en chiffres, notez 5700 km, donc pour la longueur de cette infrastructure, une population ciblée de plus de 400 millions d'habitants. Cette infrastructure gigantesque tissera indéniablement des liens solides entre ces pays et s'impose d'ailleurs comme une alternative viable dans la reconfiguration géopolitique de notre sous-région. J'accueille pour cet épisode et pour vraiment comprendre les enjeux et aussi les objectifs escomptés et comprendre davantage le processus de mise en œuvre d'un tel projet, j'accueille sur le plateau le directeur du partenariat et de la coopération au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, Rachid Ferradi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Et un plaisir renouvelé de l'accueillir. Il est expert en la matière, expert en énergie, hydrocarbures. Il est également expert en géopolitique. Anas Abdoun, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Finalement, vraiment, c'est intrinsèque. Quand on parle de gaz, d'hydrocarbures, la géopolitique est juste derrière, en fait. Ça a toujours été lié. Historiquement, l'énergie, l'économie et la géopolitique sont intrinsèquement liées. D'abord pour défendre les intérêts économiques, c'est ce qu'on appelle la géoéconomie, c'est-à-dire se positionner dans la mondialisation, dans les échanges commerciaux à partir de cette base géographique. Et ça se démontre encore mieux dans le cas des infrastructures pétrolières et gazières, a fortiori lorsqu'il s'agit d'oléoducs et de gazoducs, parce que vous avez des pays producteurs, vous avez des pays qui sont ce qu'on appelle les récepteurs, donc pour le coup le Maroc, mais aussi éventuellement l'Union européenne. Et puis vous avez ce tracé qui prend un certain nombre de pays, on a cité ça au préalable, 15 pays par lequel transite ce gazoduc. Et donc, il y a un enjeu géopolitique majeur, mais aussi des retombées économiques et aussi diplomatiques très importantes. Justement, ce gazoduc traverse des pays qui seront producteurs aussi. Nous allons parler du détail des pays qui vont également injecter leur gaz dans ce gazoduc pour, in fine, que ça arrive à cette Union européenne qui est assoiffée justement de gaz, d'autres sources d'approvisionnement de gaz, autres que chez l'ennemi juré, la Russie. Mais avant, alors, je le disais dans mon édito, dans mon introduction, il y a beaucoup de réunions. Il faut dire que l'agenda doit être très chargé au niveau du ministère. La dernière en date, c'était le 24 janvier, et c'était, cette fois, pas une réunion bilatérale entre les responsables marocains et leurs confrères du Nigeria, mais avec le Sénégal. Peut-être quelques mots sur cette réunion, sur les outputs de cette réunion, Si Ferradi. Merci beaucoup, Madame Ihsan. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et le choix pertinent du sujet de l'émission. Je voudrais tout d'abord dire que le projet de gazoduc Nigeria-Maroc est une déclinaison concrète de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en termes de coopération sud-sud, et qui plaide pour une solidarité forte entre les pays africains.
le lancement de ce projet en 2016 par Sa Majesté le Roi et l'ancien président nigérian en 2016, donc avec les étapes qui ont été franchies, que ce soit en termes d'études et en termes d'accords signés. Il faut noter que les réunions politiques de haut niveau, très importantes, qui ont été tenues la semaine dernière entre Madame la ministre et ses homologues sénégalais et nigérians, suite à l'appel que vous avez mentionné entre Sa Majesté le Roi et le président Tinubu, viennent impulser une nouvelle dynamique à ce projet. Ces réunions ont permis donc de réaffirmer l'engagement et l'importance que revêt ce projet pour les pays de la région, et ont été aussi l'occasion de discuter de l'état d'avancement du projet, de discuter des modalités de coordination et de coopération entre les trois pays pour accélérer la cadence de mise en œuvre du projet. Et il faut dire aussi que le contexte politique est très favorable à la mise en œuvre du projet. Les relations de coopération entre le Maroc et le Nigeria ont connu une dynamique très positive ces dernières années, suite à la visite de Sa Majesté le Roi en 2016 et la visite de l'ancien président nigérian en 2018. Du côté sénégalais, ce sont des relations de coopération qui ont souvent été connues par des relations fraternelles et qui constituent aussi un modèle de coopération sud-sud sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi et du président Macky Sall. Ce qu'il faut ajouter, en plus des réunions de haut niveau politique, il y avait aussi des réunions au niveau technique qui ont été tenues entre les organismes en charge de l'exécution de ces projets, que ce soit du côté marocain, du côté sénégalais ou du côté nigérian. Et ces réunions ont permis de confirmer encore une fois l'engagement de toutes les parties pour accélérer la cadence de mise en œuvre de ce projet selon le calendrier préétabli initialement, et ce qui, de notre point de vue, présage d'un avenir prometteur pour la suite du projet. Alors justement, le Sénégal, bien sûr, c'est l'un des points qui sera traversé par le tracé du gazoduc, et le Sénégal, tout fraîchement producteur de gaz. Anna, ça donne peut-être un rappel un peu, puisqu'on en parle, de ces pays qui sont aussi producteurs, dont le Sénégal. Oui, nous parlions précisément de ce projet qui a vu le jour en 2016, et c'est la raison précisément pour laquelle ce projet ou cette vision est une vision stratégique et prospectiviste très intéressante, parce que, souvenons-nous, en 2016, lorsque Sa Majesté le Roi faisait la visite à Abuja et voyait Mohamed Buhari et annonçait ce projet-là, qu'avons-nous entendu? C'était un projet beaucoup trop colossal, financièrement trop important, techniquement très complexe, c'était en offshore. Et à ce moment-là, on voyait très peu finalement la faisabilité économique, la pertinence politique de le faire. Et puis quelques années après, on s'aperçoit que finalement l'engouement est là. C'était d'abord un projet bilatéral, il est devenu un projet régional, soutenu par la CEDEAO, ayant l'engouement de l'ensemble des pays par lesquels traverse ce gazoduc. Donc il y a 14 pays qui appuient politiquement, économiquement et diplomatiquement ce projet de gazoduc. Il y a eu le soutien, en plus de la CEDEAO, d'autres organisations régionales. Je pense à l'OPEP, je pense au Fonds pour le développement, Fonds islamique pour le développement. Et puis il y a un certain nombre d'études de faisabilité, d'études techniques, d'études économiques, notamment d'un cabinet britannique réputé, qui ont montré la pertinence de ce projet. Et puis, pourquoi c'était une vision, pour le coup, très prospectiviste et très intéressante? Parce qu'en 2016, au départ, l'idée, effectivement, était que le Nigeria produise un certain nombre de gaz. Je rappelle que le Nigeria a les premières réserves de gaz du continent, mais n'est pas le premier exportateur, pour ensuite l'exporter via tous ces pays-là dans l'Union européenne. Et puis, entre-temps, il y a un certain nombre de pays qui sont passés d'importateurs de gaz à producteurs et donc éventuellement exportateurs. Et aujourd'hui, nous sommes à éventuellement 5 pays qui exporteraient. Donc il s'agit naturellement du Nigeria, mais aussi de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Mauritanie et du Sénégal. L'ensemble des études géologiques et océanographiques dans la région nous laissent à penser qu'un certain nombre de pays pourraient s'ajouter dans ces pays qui font des découvertes récentes, notamment en offshore, et encore renforcer la pertinence et le côté stratégique de ce gazoduc. Et puis en parallèle, ce que l'on disait, encore une fois, pourquoi une vision prospectiviste? Parce qu'en 2016, il n'y avait pas encore le problème que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le problème avec le gaz russe,
où aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne cherche à s'approvisionner, à diversifier ses importations. Elle ne peut plus importer de gaz russe et donc elle importe essentiellement du gaz naturel liquéfié qui coûte beaucoup plus cher et qui a un impact sur son industrie. Deux problèmes fondamentaux sur le gaz naturel liquéfié. Il vient essentiellement d'une part des États-Unis, mais aussi du Qatar. Et comme vous le disiez très bien en préambule de cette émission, la géopolitique afflue encore une fois sur le prix, parce qu'avec les problèmes qu'on a dans le détroit de Mandeb, avec les Houthis qui visent un certain nombre de navires en soutien à la cause palestinienne à Gaza, eh bien, on a vu les annonces de Qatar Petroleum qui détournent les méthaniers par le cap de Bonne-Espérance. Et donc, on revient encore une fois là à la pertinence économique, diplomatique et technique de ce gazoduc qui a l'engouement et qui est suivi de très près par la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. De la Commission européenne qui a prévu d'ailleurs ce fameux plan Repower EU, traduisez, en tout cas réénergiser l'Union européenne avec des fonds qui seront mobilisés de près de 300 milliards d'euros. Et justement, c'est pour financer des ambitions et pour reprendre vraiment les termes de la Commission européenne, des réformes ambitieuses et soutenir la mise en œuvre donc de projets tels que celui-ci. Vous avez parlé justement, je vais m'arrêter sur le background géopolitique et géographique. Il y a une importance aujourd'hui, et puisque c'est une question d'actualité, nous l'avons traité d'ailleurs il y a 2 jours sur cette même émission, il y a 3 pays qui se sont retirés de ce que l'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui figurent aussi dans la liste des signataires de ce gazoduc. Comment un tel événement, majeur quand même, il faut le dire, peut-il reconfigurer les ambitions et aussi, quel impact aurait-il sur le gazoduc Nigeria-Maroc ? Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le Maroc et le Nigeria avaient initié effectivement ce projet, c'est la CEDEAO qui a rejoint. Donc, c'était pas vraiment c'était pas pays par pays effectivement qui manifestait un petit peu l'engouement pour ce projet. C'est les institutions de cette organisation régionale qui a appuyé l'appui à ce projet. Et puis, on a vu un certain nombre de pays suivre, notamment le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui ont un besoin énergétique important, notamment sur la question de leur développement, et puis leur développement industriel et l'électrification. Il est certain qu'à partir du moment où ces 3 pays se retirent de la CEDEAO, juridiquement, ça a un impact dans les pourparlers. C'est-à-dire que, je rappelle qu'il y avait un mémorandum d'entente entre le Maroc, le Nigeria et puis la CEDEAO. À ce moment-là, les pays doivent renégocier leur intégration à ce projet régional de manière individuelle, si je veux dire. C'est pour ça qu'ils veulent aussi se retirer un peu de la CEDEAO, parce que c'est l'une des raisons qu'ils ont avancées, en tout cas. C'est pour privilégier le bilatéral sur le multilatéral, parce qu'ils ne se retrouvaient plus, en fait, dans ce multilatéral. Oui, il y a une forme de légère tension ou de crise, disons les choses, diplomatique entre ces 3 pays et la CEDEAO. Est-ce que cela va impacter le projet ? En tout cas, je crois que les 3 pays, de par leur situation géographique et quand on regarde leur bilan énergétique, c'est-à-dire c'est des pays qui ont besoin d'apporter cette énergie, et je rappelle que le gaz est une énergie très riche et à bas coût, ils auront besoin de s'intégrer à ce dossier. Donc je ne crois pas qu'il y aura un impact, je dirais, dans leur non-adhésion à ce projet. Et l'impact de l'initiative atlantique, justement, pour l'adhésion de ces pays ça renforce considérablement le rôle pivot et central que le Maroc veut jouer au Sahel. Pas un rôle effectivement d'influence dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans la logique de la coopération sud-sud, comme l'on l'avait initié avec le Nigeria en 2016. L'idée, c'est de désenclaver avec le port de Dartla-Atlantique, mais aussi désenclaver énergétiquement. On sait que l'ensemble des problèmes sociaux et géopolitiques internes trouvent leur nature aussi par le manque de développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans infrastructure énergétique digne de ce nom. Et ça veut dire que le tracé va en fait être offshore et bifurqué vers le Sahel. Le tracé, de toute manière, du Nigeria jusqu'au Maroc, la majorité du tracé est en offshore, il n'est pas en onshore. Ce qui est intéressant pour des questions de sécurité. D'où l'importance de cette initiative atlantique aussi. Absolument. On ne la voyait pas venir. Oui, absolument, parce qu'il faut savoir que l'ensemble des infrastructures... Alors, offshore, c'est beaucoup plus cher, c'est techniquement beaucoup plus complexe, mais paradoxalement, ça rassure davantage les investisseurs
d'investissement et les États parce que c'est des infrastructures qui sont très sécuritaires. Il n'y a pas beaucoup de problèmes de sabotement. Sécurisés, vous voulez dire? Oui, sécurisés, pardon. Les problèmes qu'on a pu connaître, d'ailleurs le seul, c'est celui-là du gazoduc Nord Stream. Et là, effectivement, c'est une puissance étatique qui est très importante, qui a mis à mal ce gazoduc. Mais des petits groupuscules peuvent facilement porter atteinte à l'efficacité d'un gazoduc qui est en onshore. Et donc, le gros de ces gazoducs sont offshore. Il y a à peu près 13 stations de compression, et je crois que de mémoire, il y en a 5 en offshore, et puis les autres sont onshore. Et donc, tout cela permet effectivement de pouvoir électrifier et de permettre à l'ensemble des pays de la sous-région de bénéficier de cet apport de gaz ou de réexporter le gaz tout en ayant ces infrastructures sécurisées. Mais il y aura effectivement des liens qui pourront être faits pour les pays un peu plus enclavés. Ce sont des pays qui ont manifesté leur intérêt bien après je dirais la concrétisation de ce projet, du moins dans les études techniques, mais rien n'empêche effectivement repenser le tracé pour désenclaver ces pays-là naturellement. Exact, pour désenclaver, leur faire profiter, et les faire profiter aussi du gaz africain. Absolument. Rachid Feladi, puisqu'on parle de tout cela, donc on a un peu posé le cadre, le background géopolitique, géographique aussi. L'état d'avancement des travaux, où en sont justement les travaux, notamment les études? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 1er février, que en tout cas la phase d'études est presque terminée? Oui, comme je l'ai évoqué auparavant, effectivement, des étapes importantes ont été franchies dans la mise en œuvre de ce projet, à commencer par la dernière en date, c'est en septembre 2022, où 15 pays de la CEDEAO ont décidé de faire partie prenante de ce projet. Dans ce cadre, un mémorandum d'entente a été signé entre la CEDEAO, représentée par la commissaire infrastructure, le Nigeria, représenté par la compagnie pétrolière nationale, et le Maroc, représenté par la directrice générale de l'ONIM. Et ce mémorandum d'entente confirme en quelque sorte l'engagement de la CEDEAO et l'ensemble des pays de la sous-région pour contribuer à la réussite de cet important projet. D'autres accords ont été signés, des accords tripartites ont été signés entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et un troisième accord a été signé entre le Maroc, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Ghana et la Sierra Leone. Et tous ces accords, en fait, viennent renforcer la coordination en matière d'études relatives au projet, en matière d'évaluation économique, environnementale et sociale, et sans oublier, bien sûr, l'approvisionnement, comme vous venez de dire, donc, des pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Actuellement, les études sont en cours de finalisation. Les études de faisabilité ont été déjà réalisées, les études détaillées en cours. Qu'est-ce qu'on entend par ces études de faisabilité? Combien de temps prennent-elles? Est-ce qu'elles prennent en considération tous ces changements qu'on vient d'évoquer aussi? En fait, les études de faisabilité, c'est les études qui évaluent donc la faisabilité technique du projet, et les études détaillées, c'est les études qui définissent un peu la consistance du projet et son montage financier. Donc, il faut dire que ces études ont permis déjà de montrer la faisabilité économique du projet, sa rentabilité sur le plan économique, et aussi son rôle stratégique en tant que levier de développement socio-économique des 13 pays concernés. Nous espérons que les appels d'offres des premiers projets seront lancés, comme ça a été dit, au cours de l'année 2024, bien sûr dans le cadre de partenariats publics-privés entre nationaux et internationaux. Et comme ça a été dit, c'est un projet géostratégique très important qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs investisseurs, que ce soit sur le plan institutionnel ou non institutionnel. Oui, justement, l'annonce a été faite, ça a été déclaré par Madame la Ministre. Qui sont les investisseurs à même de s'engager dans ce genre de projet d'infrastructure gigantesque, 5700 km, je le disais tout à l'heure, de tracé, ce n'est pas rien. Je ne sais pas combien coûte le kilomètre déjà quand on entend les chiffres pour les études, ça se compte à plusieurs dizaines de millions. La première évaluation, lorsque le projet est tombé en 2016, la première évaluation
Elle a été évaluée à peu près, je crois, 26 milliards de dollars américains. Exact. Il est évident que, généralement, entre le coût que l'on annonce au début du projet et la finalisation du coût, généralement, on est à peu près dans les clous, mais on est plus ou moins... les coûts peuvent éventuellement augmenter, dépendamment de la complexification technique du projet. Cela dit, dans ce genre de projet d'infrastructure, de gazoduc et de léoduc, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent prendre part au financement. Il y a d'abord les États, forcément, qui ont une part plus ou moins importante. Je me souviens d'une annonce il y a quelque temps où la NNPC a annoncé qu'elle allait financer jusqu'à la moitié du gazoduc, dont à peu près de 12 milliards. On parle de l'Agence nigériane de pétrole et de gaz. Voilà, c'est ça. Voilà, la compagnie nationale, à peu près 12 milliards de dollars. Et donc, le reste incomberait notamment au Maroc. Après, à partir de cette répartition-là, on peut faire appel plus ou moins à d'autres acteurs qui peuvent nous aider. Donc ça peut être de la coopération avec des organisations internationales. On disait tout à l'heure qu'il y avait la Commission européenne qui avait débloqué un fonds de 300 milliards de dollars pour assurer son approvisionnement. Ils sont aujourd'hui en position... ils ne sont plus en position de force par rapport à ces négociations contractuelles au niveau de l'énergie, parce qu'il y a un déficit énergétique qui est très important, qui leur coûte au niveau économique et industriel. Et donc, ils peuvent financer une partie. On sait qu'il y a des États qui sont essentiellement intéressés par financer une partie. On se souvient de la grande visite de Sa Majesté aux Émirats Arabes Unis, où on annonçait un certain nombre de coopérations. Et puis, il y a les compagnies pétrolières, forcément, parce que les compagnies pétrolières, lorsque... elles vont explorer un certain nombre de champs gaziers, notamment offshore. Bon, l'idée, effectivement, c'est ensuite de pouvoir les rentabiliser et donc de les exporter sur le marché. Et donc, de deux choses l'une, soit vous allez réinjecter et tenter de financer des infrastructures de gaz naturel liquéfié par pays, donc un pour la Mauritanie, un pour le Sénégal, un pour le Nigeria, ça devient très complexe, ou alors vous prenez simplement part à cette infrastructure dans laquelle vous pouvez bénéficier, vous pouvez avoir un certain nombre de rendements pour vos exportations. Et puis ça facilite aussi, ça fait le lien aussi entre ce qu'on appelle le midstream dans le jargon et l'upstream, c'est-à-dire tout ce qui est en amont et en aval. Ça permet de favoriser l'engouement des compagnies pétrolières pour venir prospecter les champs offshore éventuels. Parce que si l'on sait qu'il y a des données géologiques, océanographiques très intéressantes, mais qu'il y a un manque d'infrastructures pour exporter, ça ne nous donne pas forcément envie d'aller chercher le gaz, parce qu'une fois qu'on a trouvé le gaz, encore faut-il se poser la question de comment l'exporter. Or, lorsqu'il y a déjà une infrastructure très imposante, très ambitieuse, mais en même temps réalisable, et comme le disait le responsable du ministère, l'ensemble des études de faisabilité économique ont démontré la pertinence économique de ce projet, eh bien un certain nombre de compagnies pétrolières, notamment ce qu'on appelle les majors, peuvent contribuer à ce financement. Donc vous avez la part des États, la part des organisations internationales, et puis vous avez aussi les compagnies pétrolières qui peuvent prendre part à ce financement-là. Quand vous parlez des compagnies pétrolières, pour certaines, elles se retirent de certains pays, notamment, là on ne parle pas de gaz, mais plutôt de pétrole, à cause des risques, notamment sécuritaires. On connaît un peu cette région du golfe de Guinée, avec les risques qui sont liés à certains actes de piraterie. Comment, justement, ces risques peuvent être atténués en sachant qu'il y a l'engagement de plusieurs pays dans ce projet offshore? C'est d'abord ce qui a convaincu beaucoup le Nigeria, parce que le Nigeria rencontre un certain nombre de problèmes de sécurité sur ses infrastructures, qu'elles soient pétrolières ou gazières, que ce soit au niveau de la côte ou même au niveau nord-est du pays. L'idée même de proposer un gazoduc offshore réduit encore une fois considérablement les risques sécuritaires pour ce gazoduc, parce qu'il est enfoui à plusieurs... Donc même s'il y a de la piraterie, ça ne concerne absolument pas. C'est-à-dire quand on regarde un petit peu le profil de la piraterie, c'est de la piraterie artisanale, passez-moi l'expression, même si ça peut paraître impressionnant, on n'a pas la capacité technique d'aller porter atteinte à un gazoduc qui est très en profondeur. En revanche, un gazoduc qui serait onshore, onshore, donc qui ne passerait pas par la mer, qui passerait par la terre et qui traverserait de vastes zones désertiques très peu peuplées, là est sujet effectivement à une forme de piraterie. Ce serait très difficile pour un certain nombre d'États d'assurer la sécurité de milliers de kilomètres de gazoducs qui sont en onshore. En fait, le offshore a un coût technique, mais qui est très vite rentabilisé parce qu'il crée un environnement de confiance et pour les États, et pour les pays importateurs, et aussi pour les compagnies pétrolières. Aucune mention faite subtilement au projet transsaharien?
Écoutez, le projet transsaharien, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'antithèse du projet marocain. C'est-à-dire que lorsqu'il a été mis sur la table, je rappelle que c'est un projet qui date des années 80, il y avait l'engouement, parce que, objectivement, c'était un projet de gazoduc de 4000 km, qui n'était pas très élevé. Le coût était à peu près 13 milliards de dollars quand on avait lancé l'étude, donc 2 fois moins. Et puis, ça connectait 2 pays gaziers, le Nigeria et l'Algérie. Sauf qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, fait que le Transsaharien Gas Pipeline n'est plus du tout compétitif. Moi, en octobre dernier, j'étais invité au congrès pétrolier à Abuja, au Nigeria. On ne parle plus du tout de ce projet. C'est le gazoduc entre le Maroc et le Nigeria qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Il y a d'abord un certain nombre de problématiques géopolitiques, forcément. La zone du Sahel est extrêmement insécuritaire, comme je le disais. Et donc, vous ne pouvez pas assurer la sécurité de ces gazoducs, et donc ça pose un vrai problème. Il y a un certain nombre aussi de problèmes géopolitiques dans la décision diplomatique. Le but de l'Union européenne, c'est d'approvisionner son gaz. Et donc, l'Union européenne, elle veut se désengager du chantage politique, ce qu'ont fait les Russes, par exemple. Or, on l'a vu avec l'arrêt du GME de la part de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie a arrêté un gazoduc qu'il a relié à l'Espagne à travers le Maroc, à un moment donné où toutes les études économiques et toutes les études de prospective économique disaient le prix du gaz va remonter. Et donc le monde était relativement stupéfait en découvrant qu'au moment donné où tout le monde essayait effectivement de placer ses cartes en termes de méthanier, en termes de gazoduc pour assurer un marché européen qui était en souffrance, les Algériens finalement rétropédalent pour des raisons politiques et décident de se couper de ce gazoduc. Première décision. Si toutefois il y a raison derrière certaines décisions. Comment ? S'il y a toutefois raison. Oui, bien sûr. Vraiment, s'il y a la raison. En tout cas, économique, il n'y en a pas. Et puis, il y a un deuxième point aussi qui a beaucoup fait trembler les Européens et le Nigeria, c'est que à cause des accords à cause de la coopération stratégique majeure entre l'Espagne et le Maroc, l'Algérie a décidé de réduire de 25% l'exportation gazière à travers le Medgaz, cette fois-ci à l'Espagne, pour le redistribuer à l'Italie après la fameuse visite de Mario Draghi. Et donc ça a absolument choqué les consciences, non seulement au Nigeria auprès de l'Union européenne, parce qu'on s'est rendu compte que si l'on fait ces infrastructures, elles seraient sujettes au chantage politique d'Alger, qui utilise souvent l'arme du gaz et du pétrole comme une arme politique. Parallèlement au Maroc, où nous avions aussi une crise diplomatique avec l'Espagne quelque temps auparavant, mais jamais nous avons joué la carte de la pression économique. Ça n'est pas dans la tradition diplomatique marocaine. Et donc, ça a encore une fois conforté terriblement le projet du. Oui, c'est une relation de confiance. Et puis, on ne mélange pas l'économie et la politique. On l'a eu pour preuve. On a eu pour preuve, pardon. Quand on a vu des relations diplomatiques complexes avec l'Espagne, on n'a pas eu de sanctions, de restrictions économiques. Et puis plus encore, lorsque nous avions lancé le programme et cet ambitieux projet avec le Nigeria, il y avait au préalable des inimitiés diplomatiques, mais nous avons eu, quand je dis nous, c'est collectivement, c'est-à-dire Sa Majesté le roi d'un côté et le président Mohamed Bouhari de l'autre, ils avaient eu l'intelligence de mettre de côté les petites divergences diplomatiques et de se concentrer sur l'intérêt économique des deux pays et également de la région. Et puis le troisième point qui vraiment distingue ça, c'est la gouvernance. De 2016 à 2022, nous avons effectué au Maroc un certain nombre d'études de faisabilité économique, d'études environnementales. On a à peu près le tracé quasiment déterminé à 1 kilomètre près, et puis un engouement de la part d'un certain nombre d'organisations régionales comme la CEDEAO, comme l'Union européenne, comme l'OPEP. Je ne dirais pas dans la même durée, mais en 40 ans, l'Algérie a réalisé 2 mémorandums avec le Niger et le Nigeria, et pas d'avancée significative sur le terrain, parce qu'il y a un problème de gouvernance. Vous le disiez, l'ONIM est en charge de cette partie au Maroc qui a vraiment la confiance de l'ANNPC, du ministère de l'Énergie au Nigeria. Et s'il a la confiance, c'est une institution C'est une institution qui dure dans la durée. Et des bases solides. Absolument. Si vous faites la comparaison, par exemple, avec, si vous faites la comparaison avec la Sonatrach entre 2014 et 2022, il y a eu 7 PDG avec 7 politiques différentes. Avec 7 scandales différents. Il y a eu 3 scandales avec ENI. Et donc tous ces éléments font qu'au niveau des investisseurs internationaux, au niveau des États, parce que c'est des infrastructures que vous devez rétablir sur 30 ans, vous devez avoir une confiance au niveau économique, politique et sur le positionnement géopolitique des pays partenaires.
Ça n'est pas le cas de l'Algérie à cause des initiatives diplomatiques qu'elle a prises, et ça a renforcé considérablement le projet marocain. Et puis le dernier point, pardon, je termine par là, c'est que vous aviez au préalable la cohérence du projet du Transsaharien Gas Pipeline, c'était que vous aviez et le gaz du Nigeria et le gaz de l'Algérie, ce qui pouvait permettre d'avoir, si vous voulez, une force de frappe dans le gazoduc. Or, aujourd'hui, le Maroco-Nigeria Gas Pipeline, non seulement, je disais, il y a 5 pays exportateurs avec des potentialités de découverte en offshore encore plus importantes, et de l'autre, vous avez le Nigeria et l'Algérie qui connaît une production gazière, il faut le savoir, déclinante. Le champ de Hasirmel, donc qui est le champ gazier principal de l'Algérie, est en déclinaison à peu près depuis 2015. Exactement. Et donc, même d'un point de vue strictement énergétique, c'est beaucoup moins intéressant d'aller sur ces infrastructures-là plutôt que celui du projet Atlantique. Ce qui nous amène aussi, avant de parler du gaz qui va être exporté vers l'autre rive de la Méditerranée, à savoir le marché européen, il y a des besoins aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne de manière générale, notamment en matière d'électrification, ou en tout cas, il y a un fort besoin aujourd'hui. Comment, M. Ferradi, comment ce projet, ce gazoduc africain, donc Nigeria-Maroc, va répondre à ce besoin? Comment va-t-il répondre à ces besoins énergétiques du continent, enfin des pays notamment qui traversent? Effectivement, c'est un projet géostratégique qui devra certainement assurer l'autosuffisance et la sécurité énergétique des différents pays de la région. Ce qu'il faut noter que d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie, environ 500 millions de personnes au niveau de l'Afrique subsaharienne n'auront pas accès à l'électricité à l'horizon 2030. Un deuxième chiffre, 800 millions, plus de 800 millions de personnes continueront à utiliser les sources traditionnelles pour la cuisson. Donc, ce qu'il faut dire, que certains services socio-économiques et environnementaux comme la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la désertification, qui sont toutes liées à la question de l'énergie, deviennent très urgents. Et au regard du potentiel important dont regorge la région, estimé à plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, le projet va contribuer certainement donc, à l'amélioration des conditions de vie, comme vous l'avez mentionné, de 400 millions de personnes au niveau de la sous-région, va renforcer certainement la souveraineté énergétique des pays concernés, la généralisation de l'électrification et aussi la lutte contre la désertification en utilisant des sources d'énergie plus propres. C'est un projet qui va jouer également un rôle de catalyseur de développement socio-économique, créateur de milliers d'emplois et générateur de plusieurs opportunités de croissance dans la région. Oui, un projet qui va accélérer l'industrialisation des pays bénéficiaires, Anas Abdoun. Comment ? Par 2 volets essentiellement. D'abord, le gaz est une des énergies les plus riches et les moins chères, et donc ça favorise effectivement le développement sur 2 secteurs, agricole et industriel. Avec le passage de ce gazoduc, ça facilite le coût, par exemple, d'installation de l'irrigation, de la transformation alimentaire, tous ces produits, l'agriculture moderne en tout cas est tout aussi énergivore que l'industrie. Et donc quand vous avez une énergie qui est compétitive, à ce moment-là, vous êtes également compétitif dans la production agricole et donc dans l'économie mondiale. Et puis sur l'industrialisation, effectivement, il n'y a pas de développement économique majeur sans industrialisation et il n'y a pas d'industrie sans énergie compétitive. On l'a très bien vu sur l'impact que l'énergie a eu sur l'économie et le basculement industriel de l'Union européenne. Je rappelle que l'Allemagne, qui est la première puissance industrielle de l'Union européenne, était extrêmement touchée par l'arrêt de l'approvisionnement du gaz en provenant de Russie et qu'il y avait un certain nombre de pays, je pense à la République tchèque, à la Roumanie, etc., qui étaient les sous-traitants de la production industrielle allemande, qui pouvaient être des sous-traitants parce qu'ils avaient des coûts de production moins chers, mais qui bénéficiaient également d'un coût d'énergie compétitif. Et ce qui est intéressant pour la sous-région, mais aussi pour le Maroc, c'est qu'on assiste à une forme de reconfiguration de l'industrie mondiale. On a l'industrie lourde, par exemple, qui quitte l'Allemagne
pour aller s'installer aux États-Unis parce qu'effectivement, il y a l'apport du gaz de schiste qui est bon marché et qui est disponible. Et puis, vous avez toute l'industrie moyenne qui cherche aujourd'hui à se reconfigurer en gardant comme prémisse le marché européen, en essayant de maintenir un coût de production relativement faible et en gardant une approche énergétique qui soit d'abord verte et aussi compétitive. Et dans ce cas de figure-là, le Maroc rencontre une forme d'alignement des planètes économiques et énergétiques. Et géopolitique. Et géopolitique aussi, parce qu'il a effectivement, depuis des années, accumulé un savoir-faire et un potentiel industriel très intéressant. Les sous-traitants sont déjà présents dans notre pays, produisent et exportent aussi à travers l'Union européenne, avec lequel on a des accords de libre-échange et une grande connectivité maritime. Nous manquait sur un certain point de l'industrie moyenne et l'industrie lourde, si vous voulez, le talon d'Achille qui était le nôtre dans notre production industrielle, c'était le coût de l'énergie. Et donc vient là les investissements considérable que l'on nous a fait depuis 2009 dans les énergies renouvelables, ce qui permet effectivement de compenser la fameuse taxe carbone, mais on a également le gazoduc Nigeria-Maroc permettra effectivement un coût énergétique beaucoup plus compétitif, ce qui nous permet, nous, effectivement, d'attirer un certain nombre d'industriels au Maroc, d'une part, et ça joue également dans l'intermittence des énergies renouvelables de manière moins chère et moins polluante que ce que pourrait être le charbon, le pétrole classique. Et donc, la reconfiguration du gazoduc est une opportunité pour la Maroc, bien sûr, au niveau économique, diplomatique. Ça renforce encore une fois la coopération de Sud-Sud, parce que c'est véritablement un modèle de coopération Sud-Sud, cela ne fait aucun doute, mais en même temps, ça avantage également notre compétitivité industrielle et notre rapport économique avec l'Union européenne. Alors oui, en effet, il y a l'industrialisation, le besoin d'industrialiser beaucoup des pays africains. On parle aussi de colocalisation, et c'est une sorte d'intégration, de nouvelle intégration régionale qui est à l'ère de son temps, à l'ère de la reconfiguration géopolitique, à l'ère de la reconfiguration de la chaîne de valeur, qu'est l'apport, Rachid Firadi, de ce gazoduc sur cette nouvelle vision, ce nouveau concept d'intégration régionale. Effectivement, ce que je veux dire au départ, c'est que la succession des crises énergétiques ces dernières années ont montré que les défis de la transition énergétique ne peuvent être relevés que dans le cadre d'une coopération internationale résolument engagée. Aucun pays à lui seul ne peut relever un défi aussi multidimensionnel que la transition énergétique. Ce projet stratégique, déclaré comme le plus grand projet d'infrastructure en Afrique, vise à favoriser effectivement l'intégration économique au niveau du continent et contribuer à sa stabilité et à son développement économique. C'est un projet qui favorisera également le développement des secteurs industriels et miniers. On sait que la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des pays disposent de ressources minières très importantes et qui ont besoin de l'énergie. C'est un projet qui illustre, comme ça a été dit, la force de la coopération Sud-Sud, contribue à la stabilité économique, favorise la création d'emplois, renforce la compétitivité régionale et offre aussi la possibilité de structurer un marché régional de l'électricité indispensable pour le développement équitable et durable de la sous-région. Oui, et d'ailleurs ça a été rappelé lors du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI le 6 novembre dernier, je le cite, afin de remédier à cet état des choses, à savoir le déficit en matière d'infrastructures et d'investissement qu'accuse l'Afrique atlantique notamment. Nous œuvrons de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires à l'élaboration des réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale. Fin de citation. Une fois les études terminées, c'est la mise en œuvre. On va commencer à lever des fonds, n'est-ce pas? Quelle est la prochaine étape après dans ce genre de projet d'infrastructure, Anas Abdoun, quelle est la prochaine étape? Oui, je crois que les fonds, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas le principal problème. On sait déjà probablement en interne quelles vont être les parties prenantes, quelles sont les différentes parties qui vont être financées, mais il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que le début du chantier, pour parler concrètement, peut-être pour 2024, en tout cas dans les prochains temps. Vous aviez déjà, je rappelle que le gazoduc Nigeria-Maroc
va connecter avec le West African Pipeline qui est déjà existant. Il y a déjà des travaux d'agrandissement de West African Pipeline qui ont déjà commencé. On venait d'annoncer que les appels d'offres seront soumis d'ici 2024. Et puis, il y avait eu la déclaration officielle du Nigeria qui laisse à penser que 2024 sera le début d'un chantier. C'est pour ça que je disais que c'était d'abord un projet stratégique, comme on l'a très bien dit, mais effectivement, par expérience dans des projets d'infrastructure aussi considérables, mettre l'idée sur la table en 2016 et être proche du début du chantier en 2024, c'est une prouesse c'est vraiment une prouesse technique, économique très importante, d'autant que il y a des pays qui ont fait à peu près moins rapidement alors qu'il y avait 2-3 pays à connecter. Nous avions ce challenge de connecter 14 pays, donc d'avoir de la coopération contractuelle avec l'ensemble des pays. Et aujourd'hui, en 2024, voir qu'on est presque, si vous voulez, au début de la concrétisation, je dirais, physique de ce projet qui a vu le jour en 2016, c'est vraiment une prouesse dans le monde de l'énergie. Et puis ça montre aussi l'impact et le savoir-faire de la coopération sud-africaine. Et puis ce renouveau, le monde sera témoin de ce renouveau africain lorsqu'il s'agit de travailler sur des grands projets économiques. On est tout à fait capable de le faire. On est capable de le faire, même s'il y a un renouveau de la classe politique dirigeante. Parce qu'après, le président Buhari, donc signataire, premier signataire en 2016, avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de cet accord pour la création, pour le lancement en tout cas d'un tel projet de cette importance, eh bien, le flambeau a été passé, j'ai envie de dire, au président actuel, Tinubu, qui s'inscrit aussi. Comment voyez-vous la continuité, malgré le changement à la tête de ces pays, la continuité de la concrétisation de tels projets? Je crois que la coopération entre le Nigeria et le Maroc, donc, qui a commencé avec le projet du gazoduc, mais globalement la coopération plus large, n'est plus un débat politique interne au Nigeria. Parce qu'on voit l'impact de l'intérêt de l'État, en réalité c'est de l'intérêt de l'État nigérian que de concrétiser cette infrastructure au plus vite, parce qu'ils seront quand même un des premiers bénéficiaires. Comme je le disais, ils ont les premières réserves de gaz, mais ils ne sont pas le premier exportateur par manque d'infrastructure et par manque de connectivité au marché importateur qui est l'Union européenne. Et le Maroc vient en 2016, propose cette coopération de rapprocher, en fait physiquement le projet du gazoduc, c'est de rapprocher le Nigeria au marché européen. C'est un chantier stratégique. C'était lorsque j'étais invité donc, à Abuja en octobre de l'année dernière. Les deux chantiers majeurs dans l'infrastructure énergétique, c'était la raffinerie d'Angote qui a vu le jour, et le deuxième, c'était le gazoduc Nigeria-Maroc. Et donc, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, non seulement la NNPC, le ministère de l'Énergie, mais globalement, toutes les parties prenantes de l'État nigérian sont concentrées pour la réalisation de ce projet. On le voit d'ailleurs, l'engouement à travers la communication dans la presse, pas forcément africaine, mais lorsqu'on voit qu'un certain nombre de ministres du Nigeria, lorsqu'ils font la déclaration à des grands magazines économiques comme Bloomberg, il y a un an, en disant « si vous voulez favoriser la diversification énergétique en Europe, pensez au gazoduc Nigeria-Maroc », on voit qu'il y a un intérêt qui finalement dépasse les clivages politiques internes. C'est devenu la raison d'État du Nigeria que d'avoir une coopération économique, politique accrue avec le Royaume du Maroc. Et une raison d'État aussi, on le remarque pour ces pays africains, puisqu'on parle de reconfiguration, une reconfiguration aussi par rapport à cette raison d'État d'avoir ses propres infrastructures. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un pétrolier ou par exemple d'une grosse entreprise gazière internationale, une multinationale qui vient et qui dit « bon, c'est bon, moi je m'occupe de tout oui. ». Et là, on a vraiment, c'est une volonté de deux États, et bien naturellement de tous les autres États qui se sont arrimés à ce projet, d'avoir leurs propres infrastructures, leurs propres installations. Oui, il y a eu, si vous voulez, il y a eu un changement de ligue dans la mentalité des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, et particulièrement en Afrique. Il n'y a plus d'idée simplement de fournir de la matière première, il y a de la transformation, que ce soit au niveau minier, que ce soit au niveau du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et c'est vrai aussi pour les infrastructures énergétiques. L'idée, effectivement, c'est d'affirmer cette montée dans la chaîne des valeurs mondiale et dire qu'effectivement, les Africains ne vont plus être laissés pour compte dans la complexité de l'économie mondiale. On sait qu'il y a un savoir-faire et c'est pour ça que ce projet qui est régional, mais qui est vraiment l'idée, si vous voulez, où il y a vraiment le leadership par le Maroc et par le Nigeria, qui est le pays d'un côté le plus riche d'Afrique et l'autre qui est le pays le plus
industrialisée d'Afrique après l'Afrique du Sud. Cette coopération, cette complémentarité des structures économiques pousse toute une sous-région. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un modèle de coopération sud-sud. Ça peut commencer aujourd'hui avec les infrastructures énergétiques et on peut développer ça dans d'autres secteurs économiques. Je rappelle que la base de l'Union européenne, c'était la CECA, la Communauté pour le charbon et l'acier. L'énergie est toujours le socle de la coopération économique et politique beaucoup plus accrue au niveau international. C'est ça, et c'est en rappelant justement l'histoire et avec ces perspectives futures que cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Anas Abdou. Merci à vous. Merci Rachid Firadi. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.